Le jour où j'ai découvert la vérité, j'étais en train de pétrir la pâte à pain comme chaque matin depuis 32 ans. Mais cette fois, mes mains tremblaient. Abonnez-vous s'il vous plaît, car ce que je vais vous raconter va vous glacer le sang et remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les secrets de famille. Mais laissez-moi commencer par le commencement, il y a plus de 30 ans. J'avais 19 ans quand mes parents m'ont annoncé que j'allais épouser Henri Moreau. Pas demandé, annoncé. Dans notre famille, les émotions n'avaient pas leur place à table, encore moins les opinions des jeunes filles. Mon père avait cette façon de vous regarder par-dessus ses lunettes qui transformait toute velléité de rébellion en poussière. Henri est un homme bien, avait déclaré ma mère en découpant méticuleusement ses pommes de terre. 15 ans de plus que toi, certes, mais c'est un travailleur. Il a une ferme, des terres. Tu auras une vie stable. Stable? Le mot résonne encore dans ma tête aujourd'hui avec une amertume que je n'arrivais pas à imaginer à l'époque. Notre mariage fut célébré un mardi pluvieux de novembre. Même le ciel semblait partager notre manque d'enthousiasme. Henri portait son costume du dimanche, noir et raide comme lui. Moi, la robe de mariée de ma mère, retouchée à la hâte par tante Marguerite. Pas de sourire, pas de regard complice. Juste le poids du devoir et des convenances. Les premiers mois de notre mariage se déroulèrent dans un silence presque religieux. Henri n'était pas méchant, loin de là. Simplement, absent. Il accomplissait ses tâches conjugales avec la même méticulosité qu'il mettait à soigner ses vaches. Mécaniquement, efficacement, sans tendresse. Le soir, après le dîner, il lisait son journal pendant que je reprisais ses chaussettes. Nous échangions peut-être 10 phrases par jour, toutes relatives aux nécessités pratiques. Il pleut. Les moissons vont être retardées. J'ai fait les courses. Le boulanger augmente ses prix. Bonne nuit. Bonne nuit. Cette routine s'étira sur des mois, puis des années. J'appris à connaître ses habitudes comme un horloger connaît les rouages de ses montres. Henri se levait à 5 heures précises, buvait son café noir debout près de la fenêtre, vérifiait la météo d'un regard vers les nuages, et partait au champ. Il rentrait pour le déjeuner à midi pile, ne parlait que si on lui adressait la parole, repartait jusqu'à 18 heures. Le dimanche, nous allions à la messe, saluions poliment les voisins, et rentrions pour un repas silencieux. Mais la naissance de notre premier enfant, Marie, changea quelque chose dans l'atmosphère de la maison. Pour la première fois, je vis Henri sourire véritablement. Un sourire hésitant, presque craintif, mais authentique. Il tenait sa fille avec une délicatesse surprenante pour ses mains rugueuses de fermier. Cette petite étincelle de chaleur humaine me donna de l'espoir. Peut-être que nous pourrions construire quelque chose ensemble, finalement. Les années passèrent dans cette routine teintée d'une tendresse fragile. Pierre naquit 2 ans après Marie, puis Julien 3 ans plus tard. Henri restait un homme de peu de mots, mais je percevais parfois dans ses gestes une affection contenue. Il sculptait des petits jouets en bois pour les enfants, leur apprenait à reconnaître les chants d'oiseaux. Le dimanche après-midi, nous nous promenions parfois tous ensemble le long de la rivière. Ces moments avaient quelque chose de précieux, comme des perles rares enfilées sur le collier monotone de nos journées. Notre ferme était située à 3 kilomètres du village, entourée de champs de blé et de prairies où paissaient nos vaches normandes. L'isolement ne me pesait pas vraiment. J'avais grandi dans la solitude relative de la campagne. Les visites se limitaient à quelques cousins éloignés pour les fêtes, aux passages occasionnels du facteur ou du vétérinaire. Le curé venait bénir la maison à Pâques. Madame Dubois, notre voisine la plus proche, s'arrêtait parfois pour échanger des œufs contre des légumes de mon potager. Cette existence tranquille bascula un mardi matin de mars 1998. Je venais de porter le petit déjeuner à Henri au champ quand j'aperçus une enveloppe glissée sous notre porte. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur. Juste mon nom, Madame Moreau, écrit d'une main tremblante. À l'intérieur, quelques lignes qui me glacèrent le sang. Il y a des choses que vous devriez savoir sur votre famille. Des secrets que vos parents ont gardés. Posez-vous les bonnes questions. C'était signé « Quelqu'un qui sait la vérité ».
Quand Henri rentra pour le déjeuner, je lui montrai la lettre. Il la parcourut rapidement, haussa les épaules avec dédain. Des ragots de bonne femme désœuvrée. Jette ça. Mais ses yeux évitèrent les miens quand il prononça ces mots. Pour la première fois en 15 ans de mariage, j'eus l'impression qu'Henri me cachait quelque chose. Cette pensée s'installa en moi comme une écharde, minuscule mais douloureuse. Les semaines suivantes, j'observai mon mari différemment. Ces silences, que j'avais attribués à sa nature réservée, me paraissaient soudain lourds de non-dits. Quand il regardait les enfants, y avait-il dans ses yeux une inquiétude que je n'avais jamais remarquée? Quand il croisait mon regard, pourquoi détournait-il si vite la tête? 6 mois plus tard, une deuxième lettre arriva. Plus explicite. Terrifiante. Vos parents ont menti. Vos vrais parents ont menti. Demandez-leur pourquoi vous ressemblez tant à Henri. Demandez-leur ce qui s'est passé à l'hôpital en 1954. Cette fois, mes mains tremblaient en tenant le papier. 1954, l'année de ma naissance. L'année de naissance d'Henri aussi, je le savais. Mais Henri était né en avril, moi en septembre. Nous n'étions pas nés le même jour, nous n'avions même pas les mêmes parents, n'est-ce pas? Je décidai de confronter ma mère. Elle habitait encore la maison familiale, à 20 kilomètres de chez nous. Quand je lui tendis la lettre, son visage se décomposa. Littéralement. Comme si quelqu'un venait d'effacer d'un coup toutes ses certitudes. Des bêtises, murmura-t-elle, mais sa voix chevrotait. Des méchancetés inventées par des gens jaloux. Maman, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que c'est faux. Elle ne put pas. Ses mains se mirent à trembler, elle détourna le regard, balbutia quelque chose sur le temps qui passait trop vite et qu'elle devait préparer le dîner. Je repartis avec plus de questions que de réponses, mais une certitude nouvelle, ma mère me cachait quelque chose d'énorme. Les mois qui suivirent furent un calvaire. Je scrutais chaque détail, chaque ressemblance. Henri avait les mêmes yeux verts que moi, la même forme de nez. Nos mains avaient les mêmes longs doigts fins. Comment n'avais-je jamais remarqué ces similitudes? Pierre, notre fils, avait hérité du menton volontaire de son père et du mien. Marie avait nos 2 sourires en coin. Julien, nos fronts hauts et nos sourcils arqués. Ces ressemblances qui m'avaient autrefois attendri me glaçaient désormais d'effroi. La nuit, je restais éveillé des heures, à observer le profil endormi d'Henri, à chercher dans ses traits les traces de ma propre famille. Plus j'y pensais, plus les coïncidences s'accumulaient. Nos dates de naissance si proches. Le fait que nos familles respectives aient toujours évité de se fréquenter, malgré le village de taille modeste. Les regards fuyants de nos parents quand ils se croisaient à la messe. Le déclic se produisit quand Julien, notre plus jeune, tomba malade. Une fièvre persistante que notre médecin de famille n'arrivait pas à expliquer. Il nous conseilla des analyses sanguines approfondies. Les résultats révélèrent des anomalies génétiques inquiétantes. Le docteur Lemoine, spécialiste à l'hôpital de Caen, demanda des tests complémentaires sur toute la famille. Ces marqueurs génétiques sont inhabituels, nous expliqua-t-il lors de la consultation suivante. Il suggère, comment dire, une consanguinité assez proche dans votre lignée familiale. Consanguinité. Le mot claqua comme un coup de fouet. Henri devint livide. Moi, je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Que voulez-vous dire exactement? Demandai-je d'une voix que je ne reconnus pas. Il faudrait effectuer des tests de paternité et de liens familiaux plus étendus pour comprendre. Une semaine plus tard, nous avions les résultats. Henri et moi partagions non seulement des marqueurs génétiques similaires, mais identiques. Nous étions frères et sœurs biologiques. Nos 3 enfants étaient le produit d'un inceste involontaire. L'effondrement fut total. Henri sortit du bureau médical comme un somnambule et vomit dans le parking de l'hôpital. Moi, je restais pétrifié sur ma chaise, incapable de pleurer, incapable de bouger, incapable même de respirer correctement. 32 ans de mariage. 3 enfants. Une vie entière construite sur un mensonge abominable. La vérité émergea par bribes lors des confrontations qui suivirent.
Nos mères respectives avaient été hospitalisées le même jour en 1954. 2 naissances. 2 bébés. Et quelque part, un échange. Volontaire ou accidentel, nous ne le sûmes jamais vraiment. Nos parents adoptifs avaient découvert la vérité des années plus tard, mais avaient choisi le silence. Quand nos familles arrangèrent notre mariage, savaient-elles? Cette question nous entra jusqu'à la fin de nos jours. Les autorités furent informées. Notre mariage fut annulé civilement. Heureusement, aucune poursuite pénale ne fut engagée, la justice reconnaissant notre ignorance absolue de la situation. Mais le village entier finit par connaître notre histoire. Les murmures dans notre dos, les regards de pitié mélangés de dégoût, l'isolement qui s'installa progressivement. Nos enfants réagirent chacun différemment. Marie, l'aînée, sombra dans une dépression profonde et coupa tout contact avec nous pendant des mois. Pierre devint violent, nous reprochant d'avoir sali sa naissance, ses origines. Julien, le plus jeune, se referma sur lui-même, refusant d'en parler, faisant comme si de rien n'était. Nous fûmes contraints de vendre la ferme. Les dettes s'accumulaient, le travail au champ devenait impossible sous le poids de la honte. Nous déménageâmes dans une petite ville de province où personne ne nous connaissait, du moins au début. Mais les secrets ont une façon de voyager, de suinter à travers les murs les plus épais. Henri changea du tout au tout après la révélation. L'homme déjà silencieux devint mutique. Il enchaînait les petits boulots avec une frénésie maladive, comme si l'épuisement physique pouvait effacer la réalité. Il rentrait le soir, s'effondrait dans son fauteuil, fixait le mur pendant des heures. Nous dormions dans le même lit par habitude et contraintes financières, mais nous étions devenus des étrangers. Pire que des étrangers. Des fantômes habitant la même maison hantée. Moi, je tentais de survivre dans une sorte d'état second. Chaque geste du quotidien était devenu mécanique. Faire les courses, préparer les repas, laver le linge. Mais chaque souvenir de notre vie d'avant était empoisonné. Nos premiers mots tendres, nos rares moments d'intimité, la joie à la naissance de chaque enfant, tout était souillé, transformé en cauchemar rétrospectif. Les années ont passé. Nos enfants ont grandi, sont partis, ont tenté de construire leur propre vie loin de notre ombre. Marie vit maintenant en Australie, ne donne de ses nouvelles que par carte postale laconique. Pierre a épousé une femme qui refuse catégoriquement de nous rencontrer. Ils ont 2 enfants que nous ne verrons probablement jamais. Julien nous rend visite 2 fois par an, par obligation plus que par affection, et repart toujours plus vite qu'il n'est venu. Aujourd'hui, Henri et moi avons 70 ans passés. Nous partageons encore le même toit, par lassitude plus que par choix. Il regarde ses émissions de télévision le soir, je fais mes mots croisés. Nous nous adressons la parole pour les nécessités pratiques, rien de plus. Parfois, je surprends son regard posé sur moi, et j'y lis la même question que celle qui me hante. Comment avons-nous pu ne pas voir? Comment avons-nous pu passer à côté de signes si évidents? La culpabilité nous ronge, même si la raison nous dit que nous étions les premières victimes de cette histoire. Nous portons le poids d'avoir donné la vie dans des circonstances que la nature elle-même réprouve. Nos enfants portent dans leur gène et dans leur histoire personnelle une blessure que rien ne pourra jamais guérir complètement. Certains soirs, quand le silence devient trop pesant, je repense à ces lettres anonymes. Qui était ce quelqu'un qui savait la vérité? Une sage-femme à la retraite rongée par le remords? Un parent éloigné qui avait gardé le secret trop longtemps? Cette personne nous a-t-elle rendu service ou nous a-t-elle condamnés à porter un fardeau que l'ignorance rendait supportable? Je n'ai pas de réponse. Je sais seulement qu'il existe des vérités si lourdes qu'elles écrasent ce qu'elles touchent. Nous avons survécu, Henri et moi, au sens littéral du terme. Nous respirons, nous mangeons, nous dormons. Mais quelque chose d'essentiel en nous est mort le jour où nous avons appris que nous étions vraiment l'un pour l'autre. La vie continue, malgré tout. Le pain lève encore dans mon four chaque matin. Henri sort toujours regarder le ciel avant de décider de ses activités du jour. Mais nous savons désormais que certaines blessures ne guérissent jamais. Elles se referment superficiellement, laissant des cicatrices que seuls nous pouvons voir. Et parfois,
Dans le silence de nos soirées, je me demande si l'ignorance n'était pas, finalement, une forme de grâce.